Académie Chan, Éducation Plus, du cours de la 6e en terminale, en podcast. Chapitre 2. Conscience et l'inconscient. Introduction générale. Les deux termes conscience et l'inconscient nous permettent d'identifier les facteurs qui déterminent le comportement de l'homme. Définir l'homme par la conscience a pour enjeu essentiel de nous donner les moyens de penser l'homme comme un sujet, un être responsable, c'est-à-dire capable de répondre de ses actes. Le sujet est celui que l'institution juridique tient pour un agent responsable, celui à qui sont reconnus des droits et des devoirs. Seul ce statut de sujet rend la vie sociale possible, car celle-ci suppose des normes et des règles auxquelles nul ne saurait se soustraire sans encourir des sanctions. L'homme est naturellement doté des capacités intellectuelles lui permettant d'une part d'agir raisonnablement et rationnellement, d'autre part d'avoir des possibilités de connaître, d'inventer, de transformer le réel et l'exprimer. C'est ainsi que l'homme est un être conscient. Or, de nombreuses théories ont remis en cause l'idée selon laquelle la conscience est comme un soleil qui ne laisse subsister aucune zone d'ombre dans la saisie de soi pour soi-même. Ces attaques contre la conscience, ou plutôt contre l'idée d'une souveraineté de la conscience, semblent atteindre leur point culminant avec la théorie freudienne de l'inconscient. Avec Sigmund Freud, prend forme l'idée selon laquelle il existe dans le psychisme humain un champ échappant radicalement à la conscience, c'est-à-dire l'homme est également mu par l'inconscient. À cet effet, peut-on dire que l'être humain est une réalité consciente ou un être déterminé par des forces diverses? La conscience humaine est-elle qu'une illusion? Sinon, comment définir ou comprendre le concept conscience? L'étude de ces termes nous amènera à déterminer ce qui caractérise les agissements de l'homme et établir le rapport entre la conscience et l'inconscient dans le comportement humain. Grand 1. La conscience. Le terme conscience vient du latin comme scientia, étymologiquement savoir ensemble. C'est selon le dictionnaire l'allant de la lumière qui ramasse et unifie toute mon expérience. La conscience est une synthèse, une unification du réel. C'est donc une faculté qu'a notre esprit de saisir ce qui se passe en nous ou hors de nous. La conscience renvoie à l'idée que, tout en faisant une chose, nous savons que nous la faisons. Nous pensons et nous savons que nous pensons, nous marchons et nous savons que nous marchons. En d'autres termes, à condition d'être attentifs, nous voyons de manière transparente ce qui se passe en nous. Donc la conscience enveloppe ainsi l'idée de la connaissance. Prendre conscience de soi, c'est se rendre clairement compte de ses pensées, de ses actes, de ses sentiments et de son moi. C'est ainsi que Alain disait: la conscience est le savoir revenant sur lui-même et prenant pour centre la personne humaine elle-même, qui se met en demeure de décider et de se juger. Par la conscience, nous voyons de manière transparente ce qui se passe en nous. Cette transparence de soi à soi-même est la responsabilité du sujet humain. Le sujet humain, c'est l'homme qui est le seul être capable de penser et d'agir en ayant conscience. Donc le sujet humain, c'est l'homme capable de penser, de réfléchir, de parler, d'agir et surtout de s'en rendre compte. Il existe deux types de conscience. Premier la conscience immédiate, commune à l'homme et à l'animal, consiste dans le fait que, grâce aux organes de sens, nous sommes sensibles au monde extérieur. Nous percevons les bruits, les odeurs, le chaud, le froid. Cette sensibilité diminue voire s'efface pendant le sommeil ou l'évanouissement. C'est l'inconscience ou la perte momentanée de la conscience. Selon Leibniz, même lorsque nous ne sommes ni endormis, ni évanouis, nous n'avons pas conscience de toutes nos perceptions. Certaines perceptions sont si petites que nous ne nous rendons compte que nous les percevons. Ce sont des perceptions sans aperception. Un individu habitant près de la mer perçoit toujours les bruits des vagues, mais il ne s'en aperçoit plus à cause de l'habitude. Deuxième la conscience réfléchie, considérée comme propre à l'homme, et qui pourrait l'autoriser à revendiquer une supériorité par rapport au reste de la nature. C'est ce que pose Pascal lorsqu'il oppose l'immensité du monde à la petitesse de l'homme, pour montrer qu'en fin de compte l'homme est grand, parce qu'en effectuant un retour sur lui-même, il prend conscience de sa propre petitesse. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable.
Seul l'être humain est capable de prendre ainsi recul par rapport aux mondes extérieurs et par rapport à soi-même. En nous détachant ainsi du monde, la conscience réfléchie nous en dégage et le soumet, pour ainsi dire, à notre entreprise. Elle nous rend capable de faire des choix, puisqu'elle nous confère le pouvoir de dire « je ». Petit 1. La conscience comme synonyme de la pensée selon René Descartes. René Descartes décrit la conscience comme un moi qui pense. La conscience, c'est le moi, la connaissance immédiate de la vie intérieure et cela conduit à une conscience de soi. Si Descartes identifie la conscience à la pensée, il perçoit dans la pensée la certitude première sur laquelle on ne peut douter pour affirmer l'existence de toute autre chose. Pour parvenir à cette certitude, il faut douter de tout, embarrassé par les hésitations et les erreurs. Descartes fait table rase de toutes ses connaissances antérieures et se met à douter de tout. Il doute volontairement et systématiquement de tout dès qu'il a l'occasion. Il s'élève d'abord contre les sens qui nous trompent souvent. Je ne sais jamais si je rêve ou si je suis réveillé. 2 fois, je me suis cru en robe de chambre, occupé à écrire auprès du feu alors que j'étais endormi, donc nu, dans mon lit. Il fait confiance seulement à 2 choses. Les vérités mathématiques et l'existence individuelle. Selon Descartes, pour douter, il faut penser, pour penser, il faut exister. C'est cela qui se traduit par son cogito ergo sum qui signifie « je pense donc je suis ». La pensée, à son avis, est un attribut du je, c'est-à-dire que le moi ne se saisit que par l'acte de penser. La pensée est ce qui fait la singularité de l'homme avec les autres êtres. Même si le malin génie peut nous pousser à l'erreur dans les mathématiques, dans la méditation sur notre existence, nous avons conscience que nous pensons et nous pouvons nous souvenir de notre pensée. Une personne qui pense est une personne qui doute, qui conçoit, qui affirme. Cette manifestation de la pensée se fait en lui envers lui. C'est une introspection que Descartes appelle la conscience, c'est-à-dire un retour du sujet à l'intérieur de lui-même. Petit 2. La conscience comme intentionnalité selon Edmund Husserl. Contrairement à Descartes qui oriente la conscience comme un état intérieur, qu'elle est une introspection, Husserl trouve la conscience comme une intentionnalité. Cette expression signifie pour Husserl que toute conscience est tendue vers autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire toute conscience vise toujours un objet du monde extérieur. Toute conscience est conscience de quelque chose. Selon lui, la conscience ne serait plus comme chez Descartes une substance, une chose qui se suffit à elle-même. Le mot intentionnalité ne signifie rien d'autre que cette attitude transcendantale, particularité foncière et générale qu'a la conscience d'être conscience de quelque chose in les méditations cartésiennes. Pour lui, on ne peut parler de la conscience que si le sujet est en relation avec un objet du monde extérieur. Par exemple, si je me souviens d'une journée de vacances, ce souvenir n'est pas une réalité intérieure, c'est un acte par lequel ma conscience se dirige vers un événement qui a lieu dans le passé. Aimer, c'est une façon de me diriger vers autrui, mais je reste moi et autrui reste lui. Il n'y a pas de fusion amoureuse de nos identités, dont il faut remarquer avec Husserl que la conscience vise toujours un objet du monde extérieur, et les projections dans le monde. En ce sens, la conscience est une action. C'est dans le même ordre d'idées comme Brice Merleau-Ponty disait, l'homme est dans le monde et c'est dans le monde qu'il se connaît. Ainsi, le monde extérieur est pour l'homme un miroir à travers lequel il se reflète et grâce auquel il réfléchit. Petit 3. La conscience comme sélection et synthèse selon Henri Bergson. Pour Bergson, la conscience signifie choix. Elle remplit une fonction de sélection. Elle est liée à l'adaptation biologique. Lorsque nous faisons des choses de manière mécanique sans réfléchir, notre conscience atteint son degré le plus bas. En revanche, lorsque la situation est grave et lorsqu'il faut y faire face en prenant une décision importante, la conscience jaillit et atteint son degré le plus élevé. Autrement dit, la conscience surgit lorsque l'activité mécanique et spontanée rencontre d'échecs. La conscience jaillit parmi les contradictions et les épreuves. Elle est liée au présent, au réel et à l'action.
Ma tâche actuelle sollicite ma conscience parce que j'évoque tous les souvenirs qui me sont utiles pour accomplir ce que je fais dans le moment présent. Le degré de la conscience se mesure par rapport à l'ampleur des difficultés. Les besoins de l'action exigent la mobilisation de la conscience. Donc, la conscience est un lien entre le passé et le futur. Elle est conservation du passé dans le présent mais aussi anticipation sur l'avenir en ce sens qu'elle est mémoire. La conscience n'est pas seulement choix et sélection, elle est aussi synthèse et attention. En effet, c'est par l'attention que nous sommes présents au monde et conscients. Faire attention, c'est prendre conscience, s'éveiller, être vigile. L'attention est l'activité de la synthèse dont le résultat est la conscience. La conscience disparaît quand cesse l'attention, soit par affaiblissement de l'effort de synthèse, soit par manque d'éléments à synthétiser. Par exemple, j'écris une lettre tout en répondant à des questions qu'on pose. J'ai conscience de mes actes, je contrôle mes propres pensées. Mais peu après, la conscience fatiguée laisse fuir une partie de mes idées. Ainsi, en tant qu'acte de l'esprit par lequel je me saisis et me contrôle mais aussi contrôler mes actions, la conscience me permet de faire des représentations mentales. Elle apparaît sous forme d'une unicité qui synthétise toutes les expériences. Petit 4, la conscience, produit du néant selon Jean-Paul Sartre. Pour celui-ci, il y a le pour soi et l'en soi, c'est-à-dire ce qui est en toi et ce qui est en dehors de toi. La conscience n'est pas une chose mais un non-chose, un autre être. La chose est ce qu'elle est. La conscience humaine n'est pas identique à elle-même. Elle est toujours en mouvement et toujours orientée vers le dehors, toujours condamnée à sortir de soi. Connaître, c'est s'éclater vers, s'arracher à la morte intimité gastrique pour filer là-bas, par-delà soi, vers ce qui n'est pas soi. La conscience n'a pas de dedans, elle n'est rien que le dehors d'elle-même et c'est cette fuite absolue, ce refus d'être substance qui la constitue comme conscience. La conscience existe, elle est l'être qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est. Je ne peux dire que je suis moi car je suis plus que moi et autre ce que je suis car je peux déterminer ma situation dans certaines circonstances. Exemple, l'effort que déploie un homme pour se sauver d'un danger n'est pas le même que ses efforts ordinaires. Je peux donner à ma vie une orientation qui me convient. La conscience est un pouvoir néantisant, c'est-à-dire annulatif de l'être. Elle peut toujours se dégager du réel, donc la conscience est le produit des néants. Petit 5. Les formes de conscience. On distingue deux formes de conscience. La conscience psychologique et la conscience morale. Petit a, la conscience psychologique. Elle est la connaissance immédiate que l'esprit a de sa propre réalité et de le juger. Elle est la conscience réfléchie. Selon le dictionnaire de la Lande, c'est l'intuition complètement claire que l'esprit a de ses états et de ses actes, c'est-à-dire une faculté de se représenter ses propres états mentaux ou psychiques. La conscience psychologique est le témoin de nos actes. Petit b. La conscience morale, elle est l'ensemble des facultés qui fixent les normes de l'action. C'est la faculté de distinguer le bien du mal et de porter des jugements de valeur. L'homme est doué de la conscience morale. Il doit répondre de ses actes et d'en être responsable. La conscience psychologique constate ce qui est. La conscience morale prescrit ce qui doit être. Mais c'est la conscience psychologique qui est une condition nécessaire de la conscience morale. Puisque si l'homme ne prend pas conscience de ce qu'il fait, il n'aura pas de conscience morale. Il serait analogue à l'animal qui ne se représente pas dans ses actes mais les accomplit instinctivement. La conscience psychologique est une conscience réfléchie. C'est elle qui rend possible la conscience morale. Gros point. À quoi sert la conscience morale? La conscience morale nous permet d'appréhender le bien du mal, de juger l'acte bon ou mauvais. La conscience morale se présente à l'homme comme une exigence. Elle ordonne l'action. Cette conscience morale suscite en nous un sentiment de satisfaction si nous remplissons les exigences morales. Dans ce cas, nous n'avions rien à nous reprocher, alors on dit qu'on a une bonne conscience. Dans le cas contraire, cette conscience suscite un sentiment de remords si nous transgressons les impératifs de la conscience morale et là,
on parle de la mauvaise conscience. Ainsi, la conscience morale possède une valeur de jugement pour nos différentes actions. Tout de même, la conscience est parfois incapable d'envelopper toutes les activités mentales. Il existe dans le psychisme humain un champ qui échappe à la conscience. Par exemple les rêves, les névroses, les oublis, les lapsus, les actes manqués. Ces états perturbent le comportement de l'homme. Par conséquent, il faut également parler de l'inconscient. Grand 2. L'inconscient. Devant les défaillances sans cesse de la conscience, l'homme se voit obligé d'admettre l'inconsciente. Il s'agit pour lui d'envisager des états d'âme inconscients, c'est-à-dire des états d'âme qui échappent au contrôle d'un moi conscient. Ce sont des éléments présents dans l'âme humaine mais dont l'homme ne serait pas conscient. De ce fait, la conscience pourrait en cela ne pas tout savoir, ni tout contrôler. Avec la découverte de l'inconscient, affirmée par Freud, s'accomplit de façon encore plus décisive et radicale la dépossession du sujet, à travers la mise en question de sa souveraineté. Petit 1. L'inconscient avant Freud. Avant la découverte de l'inconscient par Freud, certains philosophes avaient mis l'accent sur l'existence de phénomènes inconscients affectant le psychisme. C'est le cas de petit a. Platon avec la théorie de la réminiscence. Dans le Menon, Platon montre que l'âme ou l'esprit ne sait pas toujours ce qu'elle sait, l'âme en sait toujours beaucoup qu'elle ne le croit. C'est dire que la plus grande partie de notre mémoire est inconsciente. C'est la partie que nous n'utilisons pas dans l'immédiat. Par la théorie de la réminiscence, Platon souligne la thèse selon laquelle l'âme sait déjà ce qu'elle cherche à savoir. D'après lui, notre connaissance n'est que le résultat d'une commémoration de ce que notre âme connaît mais qu'elle oublie sous l'emprise du corps. C'est donc une connaissance inconsciente qui toutefois peut remonter à la conscience par le truchement de l'effort, d'où la réminiscence. Petit b. Leibniz et la théorie des petites perceptions. Leibniz constatait que nos perceptions conscientes sont constituées de tout petits éléments qui, eux, ne sont pas conscients. Ainsi, lorsque je regarde un arbre, je ne distingue pas toutes les feuilles. Pour lui, les petites perceptions sont ces perceptions inconscientes dont la totalité constitue la perception. De Platon à Leibniz, se dessinent d'une manière ou d'une autre les traces d'une réalité présente en nous mais enfuie au plus profond de notre être et par conséquent, ignorée. Cependant, ces formes d'inconscient sont néanmoins différentes de ce que Freud désigne par l'inconscient. À cet effet, il ne faut pas confondre un phénomène inconscient et l'inconscient. Petit c. La naissance de la psychanalyse. Sigmund Freud est le père de la psychanalyse, une science psychologique et une technique de traitement des névroses, troubles affectifs et /émotionnels dont le sujet est conscient mais incapable de s'en débarrasser, phobie, obsession, basée sur des méthodes d'investigation des processus mentaux. Grâce à ces investigations, Freud a découvert les mécanismes de fonctionnement de l'inconscient. C'est dans l'exercice de sa fonction de médecin que Freud découvre l'existence des forces inconscientes qui troublent nos comportements mais par ignorance on les renvoie à des simples causes génétiques. Freud s'aperçoit que la parole en libre association des mots permet de soigner les patients souffrant des troubles psychiques. C'est ainsi que la psychanalyse est née. La psychanalyse se définit comme une science psychologique basée sur la méthode de traitement des troubles psychiques. Mais Freud et Joseph Breuer ont commencé leur expérience par la méthode d'hypnose, baisse de niveau de vigilance provoquée par suggestion et qui est marquée par une grande dépendance. L'hypnose consiste à plonger le patient dans un sommeil artificiel ou dans un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil qui les rend aptes à admettre les suggestions de l'hypnotiseur. C'est ainsi que les deux médecins ont réussi à soigner une jeune fille qui avait les troubles de la morbidité oculaire, mais ayant constaté que la méthode d'hypnose est un peu brutale, Freud élabore une autre méthode qu'on appelle la psychanalyse. La psychanalyse consiste à ramener un état inconscient en un état conscient, c'est-à-dire d'amener le malade à retrouver par lui-même les souvenirs et les préoccupations qui l'obsèdent inconsciemment. Le psychanalyste fait parler librement le malade et lui demande de raconter ses rêves, lui pose des questions sur son passé. Ce faisant, le psychanalyste repère certains actes manqués qui peuvent être soit les lapsus,
soit les oublis ou les rêves. Il les interprète afin de retrouver les souvenirs refoulés susceptibles d'être à l'origine du trouble de comportement. À cet effet, Freud propose l'analyse des actes manqués qui sont les manifestations inconscientes. Ces actes manqués sont entre autres les lapsus, les oublis, les rêves, les névroses. Petit d, les actes manqués. Freud définit les actes manqués comme les petits incidents malheureux de la vie de tous les jours, les erreurs involontaires qui ont un sens mais l'on veut cacher à sa propre conscience et qui ont leur source dans le désir refoulé. Petit a, les lapsus. C'est un mot latin qui veut dire action de glisser ou trébucher. Ce sont les erreurs du langage parlé ou écrit, c'est-à-dire des fautes d'inattention dans la parole ou dans l'écriture. On dit ou on écrit un mot à la place d'un autre. Selon Freud, ces phénomènes ne sont pas gratuits. Ils traduisent nos désirs secrets. Par exemple, en voulant appeler Isabelle, il prononce Elisabeth. Ainsi, il traduit un certain amour caché qu'il a avec Elisabeth. Les lapsus expriment une réalité cachée car ce sont des intentions que l'on veut cacher à sa propre conscience alors qu'ils ont leur origine dans les désirs refoulés. Petit b, les oublis sont chargés de sens et révélateurs d'un sentiment inconscient. L'oubli d'un nom, d'un rendez-vous ou la perte d'un objet sont des sentiments négatifs correspondant à des souvenirs désagréables du sujet. Par exemple, la perte d'un objet manifeste une volonté inconsciente de la perte. L'oubli d'un rendez-vous est aussi une manifestation inconsciente de refus. Petit c, le rêve. Il est interprété par trois manières, l'interprétation traditionnelle, scientifique et psychanalytique. Dans son interprétation traditionnelle, le rêve est comme une communication avec les puissances surnaturelles qui viennent nous communiquer le secret de la vie pendant le sommeil. Selon la science, le rêve est physiologique, c'est-à-dire lorsque la conscience est fatiguée, elle perd la vigilance et les images mentales contenues dans la conscience nerveuse s'enchaînent pêle-mêle. C'est ce qu'on appelle le rêve. Mais chez Freud, le rêve vient de nous-mêmes sous forme déguisée de nos désirs secrets. Le rêve est la réalisation déguisée d'un désir refoulé mais aussi la voie royale d'exploration de l'inconscient. L'intérêt du rêve selon Freud réside dans les désirs inconscients parce que refoulés à l'état de veille se satisfont dans le sommeil. C'est ainsi que Freud affirme le rêve est le gardien du sommeil. Petit a. La névrose, ce sont des troubles légers du comportement observés chez un sujet conscient mais incapable de s'en débarrasser. On peut citer entre autres la phobie et la manie. Petit b, la phobie, elle est la peur ou la crainte obsessionnelle de certains animaux, voire de leur représentation. C'est ainsi que la peur de certains actes ou de certaines situations qui peuvent provoquer la fuite ou les cris. Nous pouvons citer l'agoraphobie qui est une névrose constituée par une peur des grands espaces découverts et des rassemblements humains, la peur de se mêler à la foule ou au public, ou la claustrophobie qui est au contraire la peur morbide des espaces clos. Petit c, la manie, elle est une folie ou un goût excessif, déraisonnable pour quelque chose, parfois la moquerie. Par exemple, la mégalomanie qui est une folie de grandeur, une surestimation pathologique que le sujet se forge de sa personnalité et de son importance par rapport aux autres dans une ambiance d'orgueil ou de vanité. Un mégalomane se croit toujours supérieur aux autres. La kleptomanie est une impulsion pathologique qui pousse certaines personnes à voler. Un kleptomane manifeste toujours son désir de soulagement dans le vol pour avoir la conscience tranquille, quelle que soit leur manière de se manifester. Ces différents états portent toujours un sens qui demande une interprétation grâce à la psychanalyse. Petit 2. La compréhension de l'inconscient selon Freud. L'inconscient selon Freud est l'ensemble des réalités et des mécanismes psychiques échappant à la conscience. Il est constitué par les pulsions, innées, et les désirs refoulés, acquis. Quant à l'inconscience, elle est un état provisoire de suspension de la conscience, dans le sommeil, le coma, l'ivresse. Ainsi, celui qui est dans un état second est inconscient, mais ce n'est pas son inconscient qui l'explique. Face à une telle distinction, nous réalisons que l'inconscient n'est pas simple absence, simple manque de conscience. Il n'est pas l'état de celui qui s'est évanoui, ou qui ignore les exigences morales ou le danger qui le menace. Au contraire,
L'inconscient est constitué par les pulsions, des forces psychiques que je refoule, c'est-à-dire que je refuse de reconnaître. Ces forces sont des désirs que j'expulse de ma tête sans même savoir que j'ai pris une telle résolution. L'inconscient est donc l'ensemble des forces pulsionnelles qui gouvernent l'individu à son insu. Ce sont des sentiments, des désirs, des souvenirs inavoués qui se développent au plus profond de nous et dont la satisfaction contrarie l'ordre moral et qui, de ce fait, sont réprimés et ignorés. Ces désirs sont réprimés de manière inconsciente parce qu'ils heurtent les conventions sociales. Leur satisfaction implique que l'individu enfreint, viole, transgresse, désobéit aux interdits sur lesquels repose la société. Freud explique: l'homme a des désirs illimités, mais certains de ces désirs sont contraires à la morale et aux interdits de la société. Alors, l'individu refuse de satisfaire ses désirs interdits, il les ignore et les bout hors de sa conscience. Les désirs refoulés ne partent pas définitivement, ils se cachent dans la poubelle de l'inconscient, et à notre insu, surgissent de nouveau surtout dans le rêve. Petit 3. La stratification du psychisme humain selon Freud. Le concept de l'inconscient a été analysé par un psychologue français, Pierre Janet. Pour lui, l'inconscient est le résultat d'une faiblesse de la pensée ou de la conscience, c'est-à-dire, l'inconscient apparaît lorsque la conscience, trop épuisée, atténue son activité mentale. Pour Freud, l'inconscient est une instance fondamentale dans le psychisme humain. Autrement dit, il y a conflit entre les exigences sociales, morales et des désirs, des exigences somatiques qui cherchent à se réaliser. Le concept de l'inconscient, selon Freud, n'est pas une faiblesse de la conscience mais plutôt une dimension cachée de l'esprit humain. Pour ce faire, l'homme ne maîtrise pas totalement ses actes et ses pensées. Il subit l'action des forces qui le poussent à agir. Pour expliquer le fonctionnement du psychisme humain, Freud l'avait subdivisé en 3 parties: la conscience, le préconscient ou subconscient et l'inconscient. Il est à remarquer que ces couches psychiques ne correspondent pas à des zones matérielles du cerveau. Premier tiret, la conscience est un système de perception et constitue une enveloppe périphérique autour de l'appareil psychique. Elle a pour fonction de savoir ce qui se passe en nous et en dehors de nous. La conscience doit adapter toutes les pulsions. Elle est régie par un principe de réalité. Elle sert de frontière entre le monde intérieur et extérieur. C'est elle qui capte les informations venant de l'extérieur. Deuxième tiret. Le préconscient ou subconscient est tout ce qui n'est pas saisi par la conscience. Il comprend ce qui n'est pas actuellement conscient mais pourrait le devenir. Il joue un rôle intermédiaire entre la conscience et l'inconscience. Il est le domaine des connaissances qui ne sont pas parvenues à un niveau assez clair. C'est le domaine des hésitations. Troisième tiret, l'inconscient, inaccessible à la conscience, est constitué par l'ensemble des contenus refoulés par une censure, c'est-à-dire tous les désirs qui ne trouvent pas leur satisfaction. Ceci constitue ce que l'on appelle la première topique freudienne, c'est-à-dire la première représentation symbolique des différents lieux psychiques. À la fin de sa vie, Freud mit au point une nouvelle topique, la seconde, à savoir, le surmoi, le moi et le ça. Petit a. Le surmoi, il désigne l'intériorisation des exigences parentales, sociales et des principes moraux. Le surmoi est l'instance qui dès la plus petite enfance a intériorisé les interdits sociaux et parentaux et oppose une censure aux désirs ou représentations non conformes aux valeurs de l'éducation. Le surmoi est le juge intérieur qui s'exprime dans la conscience morale. Il refoule les causes du plaisir et joue un grand rôle dans les troubles de comportement parce qu'il oppose une censure aux désirs non conformes à la valeur morale et à l'éducation. Petit b. Le moi, il recouvre tout le système psychique, conscience, préconscient et inconscient. Il se confond à la conscience, à la pensée, à la volonté. Il joue un rôle médiateur en s'efforçant de concilier les intérêts divergents et même contradictoires, le prince du plaisir et le principe de la réalité, tout en tenant compte du moi extérieur. Petit c, le ça, c'est la partie la plus obscure, la plus impénétrable de notre personnalité. Il est le lieu des désirs inconscients refoulés, des pulsions sexuelles, la libido, et d'autoconservation et de la pulsion ou instinct de mort.
il obéit au principe des plaisirs. Le contenu du ça comprend tout ce que l'homme apporte dès la naissance. Il est amoral et est l'équivalent de l'inconscient. Petit a, résumé de la théorie freudienne du surmoi, du moi et du ça. Le ça demande, le surmoi commande, autorise ou non. Le moi se trouve pris entre les exigences contradictoires du ça et du surmoi. Il y a équilibre psychique. Il y a la santé chez l'homme quand la tentation entre ces trois instances n'existe pas. Cet équilibre n'est possible que si le moi sait satisfaire les besoins du ça dans le respect des normes du surmoi. C'est ainsi que Freud affirme, le moi n'est pas le maître de sa propre maison. Tous les phénomènes psychiques selon Freud ont une signification cadrée et découvrable par la psychanalyse. Ainsi, il faut reconnaître le rôle de l'enfance dans la formation de la personnalité. En effet, tout ce qui est revu par l'enfant, par exemple les mauvais souvenirs tels que les échecs scolaires, la perte précoce des parents, la déception amoureuse influence considérablement sa personnalité adulte. Dans la vie de chacun, le passé n'est jamais passé et surtout les événements de l'enfance jouent un rôle capital dans la vie future de l'individu. Les chocs psychologiques que l'enfant encaisse les premières années de sa vie, ses relations avec les parents sont importantes pour la compréhension de sa vie future et son comportement à l'âge adulte. Notre personnalité plonge ses racines dans notre enfance, c'est-à-dire le passé gouverne notre vie à l'âge adulte. Raison pour laquelle un écrivain anglais Wordsworth disait « L'enfant est le père de l'homme ». Petit 1. La sexualité infantile et le complexe Oedipe. La psychanalyse freudienne soupçonne que les névroses ont leurs racines dans l'enfance. En effet, pense Freud, la fonction sexuelle est présente dès la naissance et s'exprime à travers certaines fonctions vitales. Freud distingue dans la vie de l'homme 4 phases liées à 4 stades de son développement. Petit a, le stade buccal, 0 à 1 an. La libido envahit la région de la bouche. Pour Freud, la succion du sein maternel, tétine, s'accompagne pour l'enfant d'une satisfaction sensuelle. La zone buccale est à cet âge la zone de plaisir par excellence. Petit b, le stade sadique anal, 1 à 3 ans. La libido est basée dans la région de l'anus. L'enfant éprouve un plaisir particulier dans la défécation et aussi dans la destruction des objets. Il aime à casser, à détruire, à abîmer. Petit c, le stade libidinal ou stade oedipien, 3 à 5 ans. Ce stade pose le problème réel du sexe. L'enfant prend conscience de son individualité et de la différence de sexe. C'est à ce stade que se situe le complexe d'Oedipe. Petit d, le stade génital, 7 à 12 ans. Au sortir du stade sadique anal, l'enfant amorce le stade de latence où le développement de la libido connaît un temps d'arrêt et les souvenirs de la sexualité infantile sont refoulés et détruits. Ce stade est marqué par le sentiment d'amitié et de soumission aux parents. Juste après cela, l'enfant tombe dans la sphère de la prépuberté puis de la puberté. Petit a, le stade de la prépuberté /âge romantique commence entre 13 à 15 ans chez la fille et 15 à 17 ans chez le garçon. Il se caractérise par l'apparition des poils au pubis et le développement des organes génitaux. Pendant ce temps rejaillit encore le stade oedipien. L'enfant devient l'ennemi de son parent de même sexe. Souvent, il se bat avec ses parents. Il tombe amoureux des personnes fabuleuses ou des amis de classe. Il écrit des lettres d'amour qu'il n'enverra jamais. Mais Freud ne réduit pas la sexualité à l'acte sexuel ou aux organes génitaux. Pour lui, la sexualité englobe tout ce qui concerne le plaisir et Freud s'aperçoit que le psychisme humain est structuré de la relation entre l'enfant et ses parents. C'est cette relation que Freud appelle le complexe Oedipe. Ce terme est venu de la mythologie grecque. Cette mythologie dit qu'Oedipe avait tué son père Laïo pour épouser sa mère Jocaste. Cette histoire selon Freud est aussi l'histoire de chacun de nous. L'enfant se prend d'une affection exclusive aux parents du sexe opposé et rejeter son parent du même sexe. L'identification avec le parent du même sexe révèle un caractère d'hostilité. Le désir l'éliminer et de le remplacer auprès du parent opposé. La libido investit la zone génitale proprement dite.
La puberté développe des nouvelles pulsions qui se heurtent à la censure sociale. La maturité des organes sociaux va permettre aux sujets normaux d'entrer dans le processus normal de la vie sexuelle adulte. Mais le désir sexuel ne serait vraiment humain et épanouissant que s'il est contrôlé par la raison et la volonté. Mal contrôlé, il peut aboutir à la perversion, homosexualité, sodomie, sadisme. Petit 1. Les critiques de Freud. La psychanalyse freudienne, malgré ses succès dans la guérison des névroses, a fait l'objet des nombreuses critiques négatives. Nous tenons quelques-uns qui sont entre autres. Premier tiret, dans la psychanalyse même, les voix discordantes de Jung et Hadley se sont élevées contre le rôle quasi exclusif accordé par Freud au désir sexuel. Ceux-ci reprochaient le rôle exclusif accordé par Freud au désir sexuel. Deuxième tiret, les philosophes de la liberté comme Alain et Sartre ont contesté la tendance de la psychanalyse à minorer l'homme, à le déresponsabiliser. Pour eux, l'inconscient n'est qu'un mythe. L'homme est un acteur conscient, connaissant pleinement les motifs et les conséquences de ses actes, donc, libre et responsable. Aussi, pense-t-il, cette conception de Freud menace et brise l'unité et la liberté du sujet. Alain critique la diabolisation qui accompagne la notion de l'inconscience, donnant l'impression d'avoir un autre moi. Pour lui, l'inconscient n'est que l'effet du corps et des instincts que l'on peut maîtriser par la volonté. Point de même, pour Sartre, l'inconscient n'est qu'une conduite de mauvaise foi que l'homme adopte pour refuser sa liberté, en faisant semblant de ne pas être conscient de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Par conséquent, pour Alain et Sartre, l'importance accordée à l'inconscient réduit la liberté et la responsabilité de l'homme. On cherche vite des excuses à ses conduites en s'abritant derrière l'inconscient. Troisième tiret. Il est bien vrai que Freud n'encourage pas l'homme en accordant plus de crédit à l'inconscient et le déresponsabilisant par là. Cependant, la psychanalyse invite à une meilleure connaissance de soi et à une plus grande maîtrise du sujet. Il s'agit pour Freud de dénoncer l'illusion faisant croire au sujet qu'il est transparent à lui-même et parfaitement maître de ses pensées. Quatrième tiret. Par ailleurs, l'inconscient dépersonnalise l'homme. Il ne se possède plus, car, désormais, dit Alain, un autre moi me conduit qui me connaît et que je connais mal. L'inconscient se comporte comme un fantôme, il agit en moi sans moi et malgré moi. Nous ne sommes donc pas entièrement libres et maîtres de nous-mêmes. Pour Alain, la plus grave erreur est de croire que l'inconscient est un autre moi, un moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses, une sorte de mauvais ange, diabolique conseiller, bref, un malin génie. On pourrait penser en général que l'inconscient dégrade l'homme au rang d'un animal ignorant les raisons profondes de sa conduite. Petit 1. Conclusion générale. Pour la pensée classique, Descartes, l'homme est un être pensant, conscient qui agit toujours en connaissance de cause de façon libre et volontaire. La raison est son maître. En même temps, cette conscience est extériorité, car toute conscience est intentionnelle, une présence au monde, Husserl. La conscience permet à l'homme de se connaître et de voir d'une manière transparente tout ce qui se passe en lui et autour de lui. Mais avec la découverte de l'inconscient, Freud a révélé les insuffisances de notre fonctionnement psychique. Pour le courant psychanalytique, Freud, l'homme est désir, pulsion et recherche de plaisir. L'inconscient guide l'homme et le rend étranger à lui-même. Le lapsus, les actes manqués, les rêves, deviennent des lieux où l'homme peut se découvrir et se connaître. Ce sont des faces cachées d'un moi qui s'ignore. En ce sens, nier l'existence de l'inconscient n'explique pas l'ensemble des phénomènes psychiques. Toutefois, il faut reconnaître que c'est la conscience qui fait de l'homme un être de raison, pensée et qui exprime cette pensée par le langage. Sujet de réflexion. Premier. La conscience et l'inconscient parlent-ils le même langage? Deuxième. Qu'en pensez-vous de cette affirmation de J.P. Sartre? Être une conscience, c'est s'écarter vers le monde. Troisième. La conscience morale n'est-elle qu'un produit des circonstances sociales? Quatrième.
Peut-on parler d'un inconscient psychique? 5e. Commentez cette pensée de Henri Bergson. La conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir. 6e. L'homme est-il le maître de ses pensées et de ses actes? 7e. Expliquez et discutez cette pensée de Freud. Le moi n'est pas le maître dans sa propre maison. Expliquez et discutez cette pensée de Freud. Le moi n'est pas le maître dans sa propre maison. Expliquez et discutez cette pensée de Freud. Le moi n'est pas le maître dans sa propre maison.